Bonjour, c'est parti pour un nouveau chapitre d'Histoire de terminale, nouveaux rapports de puissance et nouveaux enjeux mondiaux. L'effondrement de l'URSS met fin à la guerre froide et laisse les États-Unis en situation d'hégémonie. Mais contrairement au politologue américain Francis Fukuyama qui prédisait la fin de l'histoire, au contraire, la décennie suivante fait apparaître de nouvelles formes de conflictualité et une remise en cause du modèle de la démocratie libérale. Quels sont les enjeux mondiaux et les nouveaux rapports de puissance? Comment les puissances répondent-elles aux défis du monde contemporain? Grand 1 à la recherche d'un nouvel ordre mondial, 1991-2001. Grand A, une nouvelle hiérarchie des puissances. Après la disparition de l'URSS en 1991, les États-Unis apparaissent comme une hyperpuissance. Ils dominent l'économie mondiale et sont le centre de décision de la mondialisation libérale. Ils disposent de la plus grande force de projection militaire, avec 85% des moyens militaires mondiaux déployés, en particulier lors de la première guerre du Golfe en 91. Enfin, le modèle culturel américain exerce une forte attractivité. Au début des années 1990, le président George Bush définit un nouvel ordre mondial et la gestion collective des relations internationales dans le cadre multilatéral de l'ONU. Cependant, les États-Unis endossent un rôle de gendarme du monde, en particulier sous les mandats de Bill Clinton, de 92 à 2000, à l'origine des accords d'Oslo en 93 et de Dayton en 1995. La Russie opère sa transition politique et économique et traverse une grave crise sous la présidence de Boris Eltsine entre 91 et 99. La Chine, elle, est mise au ban de la communauté internationale après la répression du mouvement étudiant de la place Tiananmen en faveur de la démocratie. B. Entre espoir et désillusion. La fin de la guerre froide favorise la chute des dictatures et l'établissement de régimes libéraux. La démocratie gagne du terrain sur tous les continents. En Europe, des élections libres ont lieu dans les anciens pays communistes. En Afrique du Sud, l'apartheid prend fin en 1991 dans un climat de guerre civile. Mais le pays s'engage dans un processus démocratique avec la mise en place des premières élections multiraciales qui conduisent au pouvoir l'ANC et offrent la présidence à Nelson Mandela en 1994. L'espoir de la démocratie triomphante est cependant vite déçu. Le mouvement chinois de Tiananmen est réprimé dès 89 et au Moyen-Orient, le processus de paix israélo-palestinien n'aboutit pas. Durant la décennie 90, le monde est confronté à de nombreuses guerres, le plus souvent intra-étatiques, face auxquelles la communauté internationale est impuissante. C'est le cas en ex-Yougoslavie où la chute du communisme réveille les nationalismes et provoque l'éclatement du pays et des guerres civiles, où les populations civiles sont soumises à des pratiques de nettoyage ethnique à caractère génocidaire, comme en Bosnie. Plus de 8000 hommes et adolescents musulmans de Srebrenica sont par exemple massacrés par l'armée de République serbe de Bosnie du 11 au 16 juillet 1995. En Afrique, ces guerres intra-étatiques s'accompagnent de pillages et de massacres. Au Rwanda, dans un climat de lutte pour le pouvoir et de racialisation de la société, le gouvernement extrémiste Hutu organise entre avril et juillet 1994 le génocide de la population de 800 000 Tutsis, soit 77% de la population Tutsi. Les islamistes promeuvent une vision rigoriste de l'islam et pour certains l'usage de la violence pour imposer l'installation d'États et de sociétés islamiques. L'islamisme progresse au Liban, en Égypte, en Tunisie et en Algérie, même s'il n'accède pas au pouvoir. La République islamique d'Iran reste un cas isolé. L'islamisme se radicalise et une partie de ses partisans se regroupe dans des organisations internationales terroristes comme Al-Qaïda. Ils contestent l'hégémonie américaine et la combattent en utilisant les armes de la guerre asymétrique, comme les attentats. C. De nouvelles formes de coopération internationale. En 91, l'ONU retrouve son rôle et profite d'un consensus au Conseil de sécurité pour promouvoir le multilatéralisme. Les opérations de maintien de la paix sont multipliées. Dans un monde où les équilibres se modifient, la pression de l'ONU semble plus efficace. L'abolition de l'apartheid, par exemple, s'explique en partie par l'appel au boycott de la communauté internationale. En 99, l'ouverture au G7 des puissances émergentes pour former le G20 témoigne de l'élargissement de la gouvernance mondiale. Cependant, c'est bien le Conseil de sécurité, où siègent les puissances permanentes, qui reste la seule instance décisionnelle et régulatrice. L'ONU souhaite mettre fin à l'impunité des criminels de guerre. Elle crée en 1993 le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. C'est la première étape d'une justice internationale. En 1994, un TPI pour le Rwanda voit le jour, mais c'est en 2002, avec la Cour pénale internationale, qu'une instance permanente est créée. Certains pays comme les États-Unis ou la Russie ne l'ont toujours pas ratifié.
La gouvernance mondiale concerne aussi le domaine environnemental, avec la tenue du premier sommet de la Terre à Rio en 1992. Il reconnaît la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique. Le protocole de Kyoto est signé en 1997. Il s'agit d'un accord contraignant sur la réduction des gaz à effet de serre, mais il n'est toujours pas ratifié par plusieurs États, grands pollueurs comme les États-Unis ou le Canada. Grand 2, de nouvelles tensions dans un monde multipolaire depuis 2001. A. La remise en cause de la puissance américaine. À l'aube du XXIe siècle, l'islamisme est à l'origine d'un terrorisme international qui frappe les États-Unis de manière spectaculaire le 11 septembre, avec des attentats simultanés sur New York et Washington. Al-Qaïda, qui revendique les attentats, mène aussi le djihad en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Au nom d'une guerre préventive contre le terrorisme, le président américain George W. Bush assume une position unilatérale. En octobre 2001, il décide une intervention militaire en Afghanistan pour renverser le régime taliban, accusé d'accueillir les bases d'entraînement d'Al-Qaïda. En 2003, l'attaque est menée contre l'Irak de Saddam Hussein, mais cette fois-ci sans l'aval de l'ONU. L'échec à rétablir la stabilité dans ces deux pays montre les limites d'une action militaire. Avec Barack Obama élu en 2008, les États-Unis souhaitent sortir de l'unilatéralisme de la présidence Bush pour privilégier la diplomatie et la concertation en maintenant une pression forte. On parle de smart power. Il s'agit surtout de restaurer l'image du pays et de promouvoir le désarmement. Cette volonté de désengagement se concrétise en 2011 avec le retrait des troupes américaines d'Irak. Les États-Unis se heurtent à de nouvelles tensions et doivent maintenir leur présence en Afghanistan et au Moyen-Orient. Avec l'élection de Donald Trump en 2016, les États-Unis entrent dans une période d'incertitude sur le plan diplomatique, tandis que d'autres États leur disputent le leadership, comme la Chine ou la Russie de Poutine. Aujourd'hui, avec l'élection de Joe Biden, les États-Unis semblent renouer avec le multilatéralisme et redevenir des interlocuteurs. B. Un monde multipolaire de plus en plus déstabilisé. Le début du XXIe siècle voit l'émergence de nouveaux concurrents politiques et économiques qui souhaitent peser dans un monde multipolaire. La Chine de Xi Jinping est la deuxième puissance économique mondiale et la première armée du monde par ses effectifs. Elle affirme ses ambitions géopolitiques à travers deux projets, le collier de perles et les nouvelles routes de la soie. Le collier de perles est une stratégie qu'elle mène en Asie du Sud-Est avec le développement de son réseau de bases militaires et stratégiques qui accompagne ses revendications territoriales, comme nous l'avons vu en géographie. Les nouvelles routes de la soie sont un ensemble de liaisons maritimes et ferroviaires. Il s'agit en réalité de développer des coopérations avec les pays traversés pour renforcer sa position sur la scène internationale. Les mers, les continents, mais aussi l'espace, avec le projet chinois en direction de la Lune et de Mars, sont devenus des symboles de la mise en œuvre de la stratégie de puissance de la République populaire de Chine et de son rêve chinois, le retour de la puissance de l'Empire du Milieu. La Russie de Vladimir Poutine se repositionne comme un acteur incontournable du jeu international. La guerre en Géorgie en 2008, l'annexion de la Crimée en 2014 et son intervention dans le conflit syrien en réponse à une demande de Bachar el-Assad sont autant de démonstrations de force d'une puissance considérée comme solitaire, mais qui se rapproche dernièrement de la Chine. Les conflits étaient devenus moins nombreux et moins meurtriers, mais cette évolution s'inverse depuis les années 2011-2012. Il touche le plus souvent l'arc des crises, une bande qui comprend le Sahel, l'Afrique de l'Est, mais aussi le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Les civils sont les acteurs et les victimes des conflits intra-étatiques, comme le montre le conflit en Syrie, qui a fait plus de 400 000 morts depuis une dizaine d'années, en raison de l'utilisation des bombardements et des armes chimiques, et même des crimes de guerre par le pouvoir syrien. Les conflits sont le plus souvent des conflits asymétriques et opposent un État et des forces non étatiques, irrégulières et plus faibles militairement. La violence est alors diffuse et échappe le plus souvent aux tentatives de régulation, comme le montrent les opérations de maintien de la paix déployées par exemple en Afrique, et souvent impuissantes. Le terrorisme est une nouvelle menace de nos sociétés. En effet, les mouvements terroristes djihadistes prospèrent dans les États fragilisés. L'organisation de l'État islamique, par exemple, s'est étendue sur un vaste territoire entre l'Irak et la Syrie, profitant du chaos des guerres successives et semant la terreur chez les populations locales. L'organisation menace aussi l'Europe en multipliant les attentats comme ceux qu'a connus la France depuis 2015 à Paris ou Nice. Au Mali ou au Nigeria, l'ancrage des groupes islamistes comme ceux de Boko Haram s'accompagne de groupes d'autodéfense qui amplifient le climat d'insécurité. Ces derniers mois, nous avons aussi montré que le monde était fragile face à la pandémie de la Covid-19, la crise sanitaire s'accompagnant le plus souvent d'une crise économique. C'est la communauté internationale entre rivalité et coopération. Les menaces sont aujourd'hui globales et comme le terrorisme, la prolifération nucléaire demande des réponses mondiales. C'est le Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne et l'Union européenne qui, en 2015, impose à l'Iran la signature de l'accord de Vienne, limitant son programme nucléaire. La Corée du Nord inquiète aussi la communauté internationale depuis son premier essai nucléaire en 2016,
et surtout ses expérimentations avec des missiles de longue portée, véritable démonstration de force. Avec la recrudescence des conflits, les populations sont parfois contraintes à l'exode. Elles se réfugient dans les pays voisins, comme en Turquie ou au Liban, qui accueillent des millions de réfugiés syriens, tandis que d'autres cherchent à gagner l'Europe par la Méditerranée. En Europe, cette crise migratoire provoque de nombreux et vifs débats sur la question des frontières. Ces dernières années, certains États prônent un repli sur leurs intérêts nationaux. C'est un nouveau défi pour l'ordre mondial. Donald Trump est sorti des accords de Paris. En 2019, les États-Unis et la Russie sortent du traité de non-prolifération des armes nucléaires à portée intermédiaire, qui avait été signé en 1987, au risque de relancer une course à l'armement. Les difficultés de la gouvernance mondiale s'observent particulièrement face au changement climatique global. Depuis 1992 et le sommet de Rio, une telle gouvernance s'est mise en place sous l'égide de l'ONU, avec la réunion tous les ans des conférences des parties, les COP, qui réunissent les différents acteurs. Les objectifs ne sont pas atteints. Les États, menés par les politiques climato-sceptiques, sont des obstacles. Pourtant, face à ces défis, une opinion publique mondiale émerge et s'accompagne de mobilisations suscitées par des acteurs divers comme les médias, les ONG et les mouvements militants. Après la guerre froide et un bref temps d'espoir, le monde a ainsi connu de nouveaux désordres. Déstabilisé, le monde d'aujourd'hui doit faire face à des menaces autant locales que globales, avec des populations qui sont souvent prises pour cible. L'ordre mondial est déstabilisé, menacé aujourd'hui par le repli national. Espérons toutefois que la solidarité internationale et les espoirs qui avaient émergé en 1945 soient relancés pour résoudre les crises et répondre aux nouveaux défis.